Bonjour et bienvenue sur La Feuille de Service, le podcast qui fait parler le cinéma. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et technicienne dans le milieu du cinéma et je suis également la créatrice de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai suivi les conseils de ma dernière invitée, Camille, qui est quand même une pro du son, et j'enregistre cette introduction sous une couette. Voyant l'improbabilité toujours plus grande des lieux dans lesquels j'enregistre mes introductions et mes conclusions, j'ai hâte d'arriver au prochain épisode. Mais je sais déjà que ce ne sera pas sous une vieille couverture ou dans un vieux placard. Vous en saurez plus dans 2 semaines de toute manière. Aujourd'hui, avec mon invité Florent Brier, on quitte les plateaux de tournage pour s'aventurer dans le monde de la création digitale. On pourrait se dire qu'on est plus tranquille derrière un écran d'ordinateur, mais non. Il ne suffit pas de savoir bidouiller 2-3 trucs sur des logiciels au nom obscur. Quand on fait de la création 3D, il faut une bonne dose d'imagination, de flexibilité et savoir être touche à tout. Parce qu'on peut porter plein de casquettes sur un seul et même projet. Je vous préviens quand même, on évoque des termes un peu techniques pour quand on ne connaît pas du tout le vocabulaire de ce milieu. On essaie d'expliquer le plus possible certains termes récurrents au fil de la conversation et j'espère que les moins aguerris d'entre nous sur ces vastes sujets trouveront le maximum de réponses à leurs questions. Bonne écoute! Bonjour Florent. Bonjour Alix. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Merci de m'inviter dans ton émission. Merci d'avoir accepté mon Avec invitation. grand plaisir. Donc, ton métier, c'est pour le coup toute la partie du monde du cinéma et de l'audiovisuel que je ne connais absolument pas et je suis complètement perdue. Et je pense que des gens qui vont écouter et qui sont pas dans le milieu, ou même qui sont dans le milieu mais dans les tournages, connaissent pas trop. Donc, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir parler de tout ça avec toi. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, avec plaisir. Florent Brier, 34 ans, je suis graphiste 3D, plus vulgairement généraliste, et ça fait maintenant 8 ans que je travaille dans mon studio. Je peux dire le nom ou pas? Ou on le dit, oui, c'est par rapport à tes... Enfin, Ok, tes dans bosses, un studio qui s'appelle Sowen, sur Paris, et voilà. Et du coup, tu es engagé en tant que... Je suis salarié, ouais, T'es salarié. en CDI. Tu ne connais pas les affres de l'intermittence. Par le biais de mes amis. Oui. Mais ouais, j'ai la chance d'avoir un poste fixe en salarié, ce qui n'est pas chose courante dans ce domaine. Mais est-ce que dans le domaine de la post-prod, c'est aussi beaucoup d'intermittence ou il y a aussi pas mal de salariés comme ça? Non, il y a beaucoup d'intermittence. Ouais. Ouais. Après, Okay. nous, c'est vraiment un petit studio. Pour le coup, tu disais dans le monde du cinéma. Moi, je bosse pas du tout pour le cinéma, pour le coup, mais c'est vrai que dans tout ce qui est grosse production, gros studio de cinéma, de VFX, c'est quasiment full intermittence, quoi. Ah oui, d'accord. Il commence d'y avoir des CDI un petit peu. Enfin, j'ai entendu dire que dans certains studios, ils prenaient du monde en CDI un petit peu de plus en plus. Je pense pour fidéliser un peu aussi les gens qui forment et avec qui ça se passe bien, mais ça reste quand même beaucoup d'intermittence. Ok. Alors avant toute chose, en gros, juste pour rappeler les choses, la pré-production, c'est la préparation d'un projet, sa création, genre sur le papier et tout. La production, c'est la mise en œuvre d'un projet. Et la post-production, c'est tout ce qu'il faut faire après le produit brut pour avoir le rendu final. Donc on va autant juste remettre les images d'un film dans un ordre, ou alors créer des titres, des sous-titres, ajouter du son, des effets visuels, créer des décors qui ont pu être tournés sur fond vert, habiller un projet visuellement et aussi en termes de son. Donc en gros, fignoler le tout pour que ce soit visionnable ou écoutable. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette définition un peu quelconque? Je trouve ça très bien. Oh, super. Du coup, pour un petit peu plus situer ton métier, est-ce que tu peux expliquer ce que fait la boîte dans laquelle tu travailles? Oui, tout à fait. Nous, on est un studio de création digitale, donc ça va être très varié. On va pouvoir faire énormément de choses qui partent du film 3D ou 2D classique, donc modélisation, animation, rendu, compositing, tout ça. Donc vraiment film complet, plutôt pour de l'institutionnel pour le coup. Donc ça va être des formats qui sont plus courts, jusqu'à de l'application temps réel, donc des installations interactives, des applications pour PC, etc. Ok, d'accord. Donc un champ des possibles très varié. Et du coup, en quoi consiste ton métier? Et du coup, généraliste, ça fait que je fais beaucoup de choses. Enfin, je touche à peu près à tout, à des niveaux moins élevés qu'il y a des gens qui vont être plus spécialisés, comme dans le niveau du cinéma et tout ça, où les tâches vont être plus découpées par équipe et il va y avoir un certain nombre de personnes sur chaque tâche. Moi, je vais être amené à toucher un peu tout, en fonction des besoins, évidemment, de la production.
Après, je suis pas tout seul, on est toute une équipe aussi, donc on va se diviser les tâches pour gagner du temps, forcément. Mais ça peut arriver. Je fais pas de pré-prod parce que je dessine comme à pied, pour le coup. Donc toute la partie élaboration de croquis, de concept art, autre chose comme ça, pour le coup, c'est plutôt mes collègues qui vont s'en charger parce qu'ils sont bien meilleurs là-dedans. Moi, je vais arriver à partir du moment où on va avoir de la modélisation 3D, je peux être amené à faire ça, un peu d'animation. Ma spécialité à moi serait plus pour le coup le shading lighting, donc installation des lumières dans la scène, création des matériaux pour les différents objets. Et compositing, donc partie un peu plus post-production pour le coup, où en full 3D, on va récupérer ce qu'on appelle des passes. Donc en gros, tu as ton image qui va être découpée en plusieurs segments, donc la passe de réflexion, de réfraction, quand la lumière passe à travers les objets transparents. Donc toutes ces petites choses-là que tu vas venir réassembler comme tu veux pour avoir l'image que tu souhaites avoir à la fin, retouche colo, etc. Et jusqu'au montage derrière. Quand est-ce que toi t'interviens dans la chronologie d'un projet en général ? Ça va dépendre, en fait ça dépend des prods, ça dépend des besoins. Il y a, parfois on fait des gros brainstorming donc, où tout le monde vient avec ses petites idées, son petit point de vue, essaie d'amener des choses pour faire avancer le sujet le mieux possible. Parfois on arrive avec un découpage du projet qui est déjà tout fait et on fait plus que l'exécutif. Donc ça dépend vraiment des typologies de projets, des typos de clients, ça dépend. Parce que du coup ça veut dire qu'il y a des clients qui vous contactent, il y en a ils arrivent avec déjà un truc hyper défini de ce qu'ils veulent, donc c'est un peu l'exécutif comme tu dis, enfin genre vous êtes les petites mains qui créent le truc il y a un peu de ça, pour le projet final, et t'as des gens qui sont vraiment en mode on a besoin de faire je sais pas une vidéo et du coup vous êtes en mode ok une vidéo ou autre chose, c'est on arrive on veut un truc pour un salon par exemple, on a un budget de temps, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer qui soit souvent on nous demande des trucs un peu techno ça, parce que même mes boss sont férus de nouvelles technologies, donc du coup on essaie d'avoir cette expérience le plus possible de proposer des choses qui sont un peu actuelles quoi, qui sortent un peu du cadre de la vidéo classique déjà vu 1000 fois. Et donc du coup, ça peut arriver que des clients viennent nous voir Sohan en disant voilà, le thème c'est ça, on a un budget de temps, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Et du coup, est-ce qu'il y a un projet dont tu peux parler en exemple un peu de ce style ou on arrive complètement free avec rien du tout. Tu vois par exemple ce type de demande là dont tu viens de parler, est-ce que je peux parler ? Je sais pas si je peux en parler. C'est ça. Il y a là, le dernier gros projet qu'on a fait, notamment, c'était pour Alstom, qui était un showroom virtuel. Donc, on a recréé toute une ville. D'accord. Okay. Dans laquelle eux, ils présentaient à peu près tous leurs produits. Donc, c'est des trains, pour le coup. Tous les trains qu'ils font, il fallait qu'ils passent dans cette ville. Donc, ça va du tramway au TGV. Quoi. D'accord, ok. Et du coup, ça veut dire que genre c'était un truc en mode en réalité virtuelle ou Non, c'est en temps réel. Du coup, c'est une appli pour ordinateur, le produit final. D'accord, ok. Une appli PC. Et on a fait aussi autour beaucoup de vidéos. On a dû faire une trentaine ou quarantaine de vidéos autour du projet, pour la com, pour des salons, pour du commercial. D'accord, ok. Tout ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez le plus comme type de projet ? Ça dépend. C'est hyper varié. On a forcément toujours beaucoup de vidéos. Il y a toujours un peu de vidéos qui traînent. Même dans les applis, dans les fait comme ça, on a souvent une vidéo, ne serait-ce que récap de l'appli, qu'est-ce qu'elle fait. Donc, oui, d'accord, ouais. Donc on a souvent au moins la capta, entre guillemets, de l'appli. Du film 3D classique, du film motion design full 2D, plein de choses, des applis mobiles ou pour tablette, des choses, là on est sur un projet vraiment artistique, conceptuel en réalité virtuelle, donc dans un casque VR. On a eu de la réalité augmentée aussi avec le smartphone, etc. Donc vraiment c'est hyper large. Ah ouais, c'est vrai, vous faites vraiment plein de trucs différents. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu comment tu en es arrivé où tu en es aujourd'hui ? Oui, complètement. Je suis sorti du lycée sans trop savoir quoi faire, comme beaucoup de gens, je pense. Et dans un salon de formation pour les étudiants, je suis tombé sur une formation au Puy-en-Velay, parce que je suis auvergnat, qui était pas loin et qui était gratuite, en imagerie numérique.
Et du coup, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, des images en 3D, c'est stylé. Et du coup, je suis parti en DUT en imagerie numérique au Puy-en-Velay. J'ai enchaîné par une licence pro là-bas, en architecture 3D. Donc vraiment commencer de faire de la modé et du rendu, mais principalement pour de l'archi, donc des maisons. Et après ça, je suis venu sur Paris pour peaufiner un petit peu, toujours dans le public, à la fac de Paris 8, pour faire une autre licence du coup et un master qui s'appelle Art et technologie de l'image. Ok, d'accord, je savais pas qu'ils faisaient ça là-bas. Et si. Ah. Et gratuit. Enfin gratuit, public du coup. Tout est gratuit, oui. Bah, en vrai, les écoles à 12 000 balles. Grave, je comprends, c'est sûr. C'est compliqué quoi. Et donc voilà, je suis venu faire ça là, peaufiner du coup tout ce que j'avais pu déjà entrevoir et pousser plus loin, apprendre de nouvelles choses. Et lors de mon dernier stage de fin d'année, je suis arrivé ici à Sowen et je suis jamais reparti. Ok, et du coup, dans tes formations, c'était quoi c'était quel, entre guillemets, diplôme que tu visais à chaque fois? Je sais pas si c'était diplômant, mais... Alors à la base, je suis parti en DUT parce que comme je savais pas trop quoi faire et que j'ai jamais été vraiment un grand fan d'études, je voulais pas faire d'études longues. Donc je me suis dit DUT c'est bien, 2 ans comme ça après en taf. Puis au final j'ai fait une 3e année en licence et puis après comme je me sentais pas le bagage nécessaire pour travailler directement, j'ai voulu pousser un peu plus jusqu'au master. Du coup maintenant j'ai un master. Ouais. Mais du coup ça veut dire que genre t'aurais pu éventuellement faire ce que tu fais maintenant en sortant de ton DUT? En vrai, oui. Ouais, alors, en vrai, ce que je trouve cool avec notre métier, c'est qu'au final, les études, c'est cool, t'as un diplôme, mais on s'en fout un peu. Enfin, c'est plus intéressant de voir ta bande démo, de voir quel niveau t'as. Et si t'arrives à comprendre les choses un peu techniquement, si t'as un ressenti artistique un peu sympa. Personnellement, moi, je préfère favoriser ça que quelqu'un qui me dit « Ouais, j'ai 14 diplômes. » Oui. Ouais, mais après, ton taf, il est éclaté. Donc. Oui. Oui, ce qui compte, c'est la pratique. C'est comme pour ça, le dessin, comme pour tous les trucs un peu... Et c'est vrai que maintenant, ce qui est très cool, c'est qu'il y a des communautés sur Internet qui sont énormes. Donc, quand tu as un souci, tu trouves tout de suite des solutions, tu as plein de choses qui sont expliquées, tu as énormément de tutos. Donc tu peux apprendre en fait énormément de choses que tu pourras apprendre à l'école aussi. Mais du coup, en plus, je suppose que tu es un peu en apprentissage constant parce que tout évolue tout le temps. Ça bouge tout le temps, ouais. Ça bouge sans arrêt. Donc du coup, c'est vrai que là, tu m'en parlais d'Unreal, ils sortent des mises à jour régulièrement. Donc, après, c'est cool parce que les mecs de l'équipe de développement d'Unreal sont aussi hyper actifs. Donc quand tu as un souci, tu leur envoies un message, ils te répondent, etc. Ouais, donc, parce que vous êtes des professionnels du milieu. Ouais, je pense qu'il y a ça aussi. Mais du coup, c'est en constante évolution. Donc oui, tu charges tout le temps de nouvelles choses. Les logiciels sont mis à jour tout le temps. Donc toujours des plugins, des add-ons, des choses qui font que tu as des nouveaux outils tout le temps. Et parce que du coup, je suppose que toi, quand tes études, c'était il y a une paire d'années. Un petit peu. Du coup, t'as dû apprendre des choses sur des logiciels qui sont plus utilisés maintenant, ou beaucoup moins, ou non? Ouais, j'ai vu des logiciels qu'on a complètement... Enfin, en tout cas, que moi, j'ai jamais revu derrière. Ouais. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, je me rappelle plus du tout. Et même, j'en ai appris certains que je pourrais encore utiliser, mais c'est vrai que quand je les ouvre... de pas les utiliser régulièrement, je suis un peu paumé, quoi. Il y a un certain, si tu les ouvres une fois tous les 2 ans, tu dis ok. Ouais, c'est compliqué à utiliser quand même. Déjà, juste After Effects, je trouve que c'est hyper dur. Après, je sais que de base c'est dur, tu vois, mais je me dis tous les autres trucs, ça non, en vrai, c'est pas le plus dur. Hein. Oh mon dieu. Non, puis après, forcément, quand t'as fait tes études dedans, t'as des trucs qui viennent et puis t'as des logiques qui restent aussi. Entre les softs qui sont les mêmes. Donc au bout d'un moment, tu te retrouves tes repères, mais c'est vrai qu'il y a un petit moment d'adaptation quand même à chaque fois quand tu passes d'un soft à l'autre. Ouais, d'accord. Mais en fait, on a déjà parlé un petit peu, on a déjà dit quand est-ce que tu intervenais dans un projet. Hein. Tout le temps, n'importe quand. Quand on a besoin de moi, Mais en fait, c'est un peu ça, parce que du coup, ça va être soit... par exemple, je sais que pour des films 3D classiques, où je vais avoir une petite vidéo 3D à faire, je sais que moi c'est un truc que j'aime bien et ça ici que j'aime bien, donc globalement comme j'ai fait mes preuves depuis que je suis là, ça fait 8 ans que je suis à Sowen, je crois. Et du coup ils savent que je peux gérer, c'est des clients réguliers qu'on a qui nous donnent toujours les mêmes projets, donc qui me connaissent aussi, et du coup ça c'est un projet que je vais quasiment gérer de A à Z, que je peux être amené à gérer de A à Z. Après souvent je vais avoir un petit coup de main pour faire de la modé ou pour faire du rendu ou de la post-prod, ça dépend de la quantité de travail qu'on a autour aussi. Mais c'est un truc dans lequel je vais intervenir partout. Et pour d'autres projets, on va vraiment plus se répartir les tâches parce que ça va être beaucoup plus gros, un projet beaucoup plus important, et du coup on a besoin d'être plus nombreux dessus, on a besoin de plus segmenter, répartir pour être le plus efficace possible. Est-ce que, parce que vu que vous travaillez avec des clients, vous avez des questions de délai, des questions de... Ouais, tout le temps.
tout le temps, et du coup, c'est vrai qu'aussi parfois c'est compliqué. Bah ouais. Parce qu'il y a le délai, la deadline du, par exemple, salon ou je ne sais quoi, plus la deadline avant de validation, de réglementaire, de commercial, de machin, surtout quand tu as des gros clients où ça doit passer par 5 strates de valide pour arriver jusqu'au big boss. Ouais. Si tout le monde est d'accord, mais que le big boss te dit bah non, pourquoi? Du coup, ouais, voilà, donc tu es obligé de prendre des marges à chaque fois. Il y a des fins de projet qui sont assez sportives par moment, mais globalement ça va. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu quelle est une journée type pour toi, grosso modo? Du coup, ça va dépendre un petit peu de sur quel projet je travaille. J'ai arrêté de poser cette question parce qu'à chaque fois qu'on me dit ça dépend. Ça dépend. Ouais. Merci. Ça dépend. C'est vrai que ça dépend. Parce que toi, t'as des horaires de travail classiques en soi. Alors, on commence tous les matins, nous à 10h, pour essayer de réguler un peu les transports parisiens. Ah, yes. Après, la fin de journée, ça dépend du projet. Ouais. Normalement, on finit vers 19h, globalement à peu près. Et parfois, ça peut pousser plus tard en fonction de s'il y a une deadline, si le projet est un peu chaud, tu sens que derrière, ça va être compliqué, donc tu essaies de prendre un peu d'avance. Donc c'est un peu... L'heure de fin est un peu flexible, mais globalement... Mais c'est souvent sur les fins de projet, les charrettes, mais de toute façon, ça après, dans ce milieu-là, mais dans le cinéma, je pense que c'est pareil. Quand tu prends du retard, c'est ça. T'accumules et du coup, faut rattraper. Ouais, en vrai, c'est un peu dire. Ça dépend des projets. Il y a des journées où je vais faire par exemple que du motion design parce que la vidéo est prête et qu'il faut faire l'habillage et ce genre de choses, ou du compo pour faire du make beautiful. Et d'autres journées où je vais faire que de l'anime de cam et de la pseudo-réal, je sais pas si on peut dire ça. Et du coup, animer des cams, faire des cadrages et des choses comme ça pour commencer de poser les plans ou pour peaufiner, etc. On va faire un petit point vocabulaire parce que je pense qu'il y a des gens qui écoutent le podcast et qui vont pas comprendre de quoi on parle. Le motion design, qu'est-ce que c'est? Alors, ça va être... parce que moi, j'appelle motion design, c'est le mot que j'aimerais d'utiliser devant tous les gens qui sont beaucoup plus pros que moi. Mais non. Ça va être toute la partie que nous, on vient ajouter dans After en 2D. After Effects. Dans After Effects, pardon. Dans After Effects en 2D. Donc ça peut aller de la légende texte qui va être animée avec des choses comme ça, des traits qui pointent à droite à gauche pour mettre les légendes. Là, on avait de l'habillage de transfert de données, par exemple, d'un objet à un autre, donc qui était symbolisé par des sortes de flux électriques, en gros. Donc c'est de venir faire toutes ces animations-là. Ouais, c'est les animations que tu rajoutes au-dessus. C'est ça, vraiment, que tu viens coller par-dessus vulgairement. Ouais. Quand tu dis placer des caméras, ça veut dire que tu fais quoi concrètement? Je fais le cadrage. J'ai ma scène 3D avec mes objets que je vais animer comme je le souhaite, sur le timing que je veux. Et je vais prendre ma cam. Et c'est pour ça que c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est un peu de la réal. Je sais pas si vraiment on peut dire ça comme ça, mais vraiment, je vais venir faire mon cadrage, gérer la focale de ma cam, etc. pour avoir l'angle qui me plaît tout au long de ma séquence, de voir mon point de début, mon point de fin, est-ce que ça marche au milieu, comme ça. Parce qu'en gros, quand tu crées un environnement en 3D, c'est un peu comme si, disons, là, on a une table devant nous, comme si on posait plein de choses dessus, et toi, mais c'est comme si tu faisais ça, mais dans l'ordinateur, en gros, et que tu décides, je vais mettre la caméra sur ce côté-là de la table, ah non, je vais la mettre là-bas de l'autre côté, c'est ça en gros. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de la typologie de projet. Parfois, je vais avoir le cadrage en tête avant, en me disant, ok, là, mon plan, il est comme ça, il faut que je fasse ça comme ça. Et d'autres fois, comme pour Alstom, là où on a fait une ville complète, et on doit faire des vidéos à l'intérieur, du coup, là, on vient vraiment se placer comme on veut pour avoir les effets qu'on souhaite. Ah oui, aussi pour définir ce que c'est After Effects. Logiciel de post-production. Ouais. Du coup, c'est très... nous, c'est vraiment le logiciel qu'on utilise pour faire toute la partie compositing. Donc, c'est ce qu'on disait, ça va être l'assemblage de passes, ce qu'on disait tout à l'heure. Et correction colorimétrique, ajout de petits effets. Par exemple, quand on va faire un film full 3D, essayer de le dégrader un petit peu entre guillemets pour qu'il ressemble un peu plus à une vidéo prise avec un vrai objectif, donc rajouter un peu de grain, un petit vignettage, des aberrations de déformation de lentilles ou de ce genre de choses, tous les effets d'optique que tu n'aurais pas directement parce que la 3D est trop propre pour le coup, donc pour essayer de rendre le truc un petit peu plus réaliste. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire la même chose que toi, ça va être un peu béto. Ça va être un peu béto. Ça va être un peu béto. Nouvelle expression. Un peu bête, mais se faire kiffer avant tout. Hein. Déjà, c'est le principal. À partir du moment où tu arrives à prendre un peu de plaisir dans ce que tu fais, c'est cool. Et pas être trop accroché à ton travail et ton point de vue. Pas être trop orgueilleux parce que souvent, tu as des clients qui ont une idée très précise qui, toi, peut ne pas te plaire. Et il faut savoir s'adapter et
c'est bien de proposer des choses et tout, mais tu sais qu'au final, de toute façon, c'est pas toi qui as le dernier mot. Donc parfois, t'as beau ne pas être d'accord, t'as beau faire un truc qui te paraît mieux, il faut savoir un peu faire le deuil de son travail. Ouais. et accepter que voilà, même si toi tu préfères avant, il faut prendre l'option que le client décide. Ouais, et puis ça demande de toute manière, je pense, de l'humilité dans le sens où tu as aussi tout ce truc, comme on disait tout à l'heure, de les logiciels ils changent tout le temps. Donc dans tous les cas, tu es toujours en apprentissage. Donc il faut il y a ça. Et puis ça reste un métier artistique, donc c'est subjectif à fond. Et au final, ce qui toi te plaît va peut-être ne pas plaire à d'autres et vice versa. Ouais, je comprends. Ok, merci. Mais il faut kiffer. Le mieux, c'est de kiffer. Mais oui, il y a toujours moyen de trouver un truc dans lequel tu arrives à te raccrocher, même si c'est pas ton point de vue, mais il y a toujours un truc normalement auquel tu peux dire ok, ça j'aime bien. Ouais, bon, tant mieux. Puis je suppose que oui, comme c'est créatif aussi, il y a toujours une partie de toi que tu mets dans les choses que tu fais, même si c'est pour répondre à une demande de quelqu'un et tout. T'es quand même dans un truc où tu dis oh bah moi j'aime bien utiliser ces petits trucs là absolument chacun a sa petite recette et du coup en plus c'est cool de pouvoir comparer après avec d'autres projets que tu vois passer sur le net ou quoi, parce qu'il y a énormément de veille à faire aussi forcément pour voir un peu ce qui se fait à droite à gauche, puis c'est comme dans tout, il y a un travail de référence qui est énorme aussi, donc tu cherches des inspi, on va pas se mentir, on va pas réinventer la roue à chaque fois, puis même tu vois passer une vidéo avec un truc que tu kiffes, tu te dis putain j'ai envie de faire ça en vrai, c'est trop bien. Donc tu tentes des choses, quoi. Puis après, tu t'adaptes à ta sauce, etc. Et est-ce qu'il y a des clients que tu as eu, que vous avez eu dans votre boîte, dont tu pourrais citer des types de... On travaille plutôt pour l'institutionnel en général. Donc là, on a fait Alstom récemment, on a travaillé pour Michelin, fait des épisodes pour une web-série, par exemple, dernièrement. Une web-série institutionnelle ? Alors, c'était pas vraiment institutionnel, c'est un peu particulier leur concept. C'est une web série pour parler c'est pour l'environnement, voilà, en gros comment mieux utiliser les matières pour faire des trucs plus longue durée. D'accord, ok, mais du coup ça veut dire vous faisiez quoi sur ce projet par exemple, vous ? Nous on a fait toute la prod, en gros c'est une web série du coup avec de l'incrustation sur fond vert, pardon. Donc on a filmé une comédie, donc toute l'équipe, hein, c'est pas moi pour le coup. Il y a une comédienne qui est venue filmer sur fond vert au studio, qu'on a ensuite intégré dans un décor full Unreal. Le tournage était ici, la scène 3D c'est nous qui l'avons créée. Les concepts ont été faits ici aussi, il me semble. On a la chance d'avoir une équipe qui arrive à tabler sur un large panel de domaines. Ouais. Bah écoute, on va passer à la meilleure partie. Let's go. Le portrait filmois. Le truc aussi excitant que insupportable. Redoutable. Donc commençons par le commencement. Quel est ton film préféré ? C'est horrible comme question. J'ai pensé à 1000 et du coup, ne savant pas trop lequel choisir, j'ai pris Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Yes, parce qu'il met en place tout l'univers et je kiffe. C'est vraiment juste trop bien. Et tu l'avais lu le bouquin ? J'avais commencé quand j'étais au collège. Ouais. C'était beaucoup trop dur. J'ai abandonné et j'ai jamais repris, j'avoue. Ça marche. Quel est ton réalisateur ou ta réalisatrice préférée ? Alors, c'est pas forcément le préféré parce que c'est pareil, en garder qu'un, c'est dur, mais je pensais à Edgar Wright. Yes, trop bien. Que j'aime beaucoup. Il a un rapport à la musique qui me plaît énormément, comme tu sais, j'aime beaucoup la musique. Et du coup, c'est vrai que dans ses films, c'est trop bien. Il a son montage qui allait sur ses sons et tout, j'aime beaucoup. Edgar Wright qui a fait Scott Pilgrim, il a fait la trilogie Cornetto. La trilogie Cornetto, c'est trop bien. Il a fait Baby's Driver et Last Night in Soho récemment aussi. Exact. La trilogie Cornetto, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et le dernier bar avant le fin du monde. Voilà, donc des films... en tout cas, typiquement, la trilogie Cornetto, c'est... comment ça s'appelle ? C'est des parodies, mais pas tant parodiques que ça, de films de genre. De genre de film, on peut dire ça. Ouais. Donc en gros, Shaun of the Dead, c'est le film de zombies. Hot Fuzz, c'est le film policier un peu détective, mais en mode badass, on va dire. Et le dernier bar avant la fin du monde, c'est de la science-fiction. On peut dire que c'est science-fiction. Oui. Si. Ok, mais ça du coup, marche. J'aime bien, il touche à tout. Tu vois, t'as Baby Driver, c'est un film un peu plus d'action. Là, Snake and Soul, t'es un peu plus dans l'horreur. La trilogie Cornetto, ça reste de la comédie. Donc, je sais pas, il a un panel qui me plaît bien. Et voilà. Super, très bon choix. Quel serait ton genre préféré ? Je vais dire la comédie, pour le coup.
C'est pas le seul, évidemment. Mais je trouve ça super dur d'écrire des bonnes blagues. De faire rire, en fait, globalement, en étant subtil. Et ouais, du coup, chapeau à ceux qui arrivent. Bravo. Et genre, par exemple, à quel film tu penserais là, tout de suite, en comédie qui te... On passe déjà à la question film Ah qui bah me fait non, rire. non, du coup, prends-en un autre. Non, en vrai, pour parler de nous en France, tous les films d'Alain Chabat, je trouve ça incroyable, sa façon d'écrire, ou les OSS de Michel Hazanavicius. Je trouve ça trop bien. Enfin, la façon dont c'est amené, que ce soit juste un gag qui est filmé, qui t'est pas expliqué clairement, enfin vraiment, c'est des façons de te faire rire qui sont hyper intelligentes, je trouve ça trop bien. Donc du coup, toi, c'est vraiment c'est vraiment un de tes genres vraiment de prédilection, ça va être le film qui est vraiment estampillé comédie, en mode ça, c'est censé te faire rire. Ouais, même comédie dramatique où t'as un peu de tout, enfin, ça te fait rire, en même temps ça te tire un peu la larme, enfin, je trouve ça hyper bien. Et je trouve que la comédie en fait est souvent sous-estimée. On dit ça va, c'est une comédie, on va se marrer, mais du coup on respecte pas assez le film. Tu vois. Est-ce que tu connais la chaîne YouTube je sais plus comment ça s'appelle, Rigolo, je crois. Ouais. Tu connais? Ouais, c'est pas la chaîne, c'est le nom du format. C'est le nom du format, mais je sais plus quel est le titre de la chaîne. Je sais plus, mais oui. Où ils font pour expliquer ce que c'est, ils font des... Enfin, vas-y, si tu veux, je te laisse. Je t'en prie, c'est ton podcast. Bah non, mais t'es mon invité. Non, mais en gros, ils font des sortes d'essais vidéo, en fait, sur des thèmes dans la comédie ou sur des des acteurs ou des trucs comme ça. C'est un peu ça. Après, Calmos, la chaîne. Calmos, voilà. Mais ils ont, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, je sais pas s'ils en font encore, mais je sais que... Si, ils en sortent, ouais. Ils en sortent régulièrement. Enfin, régulièrement, après, ils sortent pas très souvent, c'est peut-être un par mois, un truc comme ça, mais... Ah ouais, quand même, mon Dieu, enfin, après, je te dis ça, je suis pas sur leur chaîne tous les jours, hein, mais oui, ils en font toujours. Parce que je sais qu'il y avait certaines de leurs vidéos qu'ils avaient faites où vraiment, je l'avais regardé, je m'étais dit, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vraiment, c'est pas théoriser la comédie en soi, mais c'est expliquer peut-être les mécanismes, c'est expliquer un petit peu les... C'est vachement cool, je trouve, comme... Pour décortiquer un peu les films, c'est voilà, hyper intéressant. Est-ce que tu aurais un film qui serait un plaisir coupable? J'en ai plein. Pitch Perfect. Sérieux? Oui, j'adore quand il y a de la musique. Là, ça chante. Je comprends. Et puis en plus, c'est drôle. Oui. Vraiment, pour le coup... je comprends complètement. Voilà. C'est pas toujours de l'humour subtil, d'ailleurs. Mais c'est quand même très drôle. Il y a de la musique et voilà. Et sinon, c'était ça ou n'importe quelle comédie musicale ou film de Noël. Les comédies musicales, c'est pas des plaisirs coupables. Ça dépend avec qui t'en parles. Putain. Les films de Noël aussi, j'aime trop, moi. Moi, je me fais défoncer en général quand je dis que j'aime les films de Noël. Il y a la team, ouais, mais on le dit pas. Ouais. Et la team, non, c'est trop nul. Mais genre quoi comme film de Noël que t'aimes bien? Là, on parlait d'Alain Chabat, donc forcément, Santa et compagnie. Ah ouais. Lui, il est trop bien. Après, Maman, j'ai raté l'avion, les classiques. Ah oui, mais en vrai, tous les ans, je regarde des daubes. Parce que il y en a toujours plein qui sortent et ils sont pas tous bons. Ah oui, tous les films Hallmark Movies, là. Ceux où ça s'appelle comme ça, mais c'est en mode, tu sais, les films, c'est tous les mêmes scénarios. C'est ça. Ouais. Avec une affiche bien propre, du rouge et du vert souvent, dedans. Et c'est genre la... Et du coup, Netflix en propose quand même pas mal. Ouais, et M6 aussi. Ils sont pas tous bons. Exactement. Il y en a pas beaucoup qui sont bons. Est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui te fait rire? Je crois que je m'étais noté Super Grave. Yes. Donc, ouais. Après, c'est pas Judd Apatow directement, il produit, il réalise pas. Mais c'est vrai que c'est game de film. En vrai, il y a plein d'acteurs comme ça. Tu me le mets dans un film, je suis mort de rire de base. Quoi. Du Jim Carrey, Jack Black. Yes. Là, il y a Jonah Hill, Seth Rogen. Ouais. Vraiment, c'est trop bien. C'est dans celui-là où il y a McLovin. McLovin, mais c'est meilleur van du monde. Ah, yes. McLovin. Il est vraiment chouette ce film. Je l'avais oublié. Est-ce que tu aurais un film qui te fait pleurer? Alabama Monroe. Je sais pas si tu l'as vu, c'est un film belge. Ça me dit quelque chose, peut-être que je l'ai vu. Il est hardcore de fou. Vraiment, c'est un ami qui me l'a montré et je crois que j'ai jamais autant chié devant un film. C'est quoi du coup? C'est l'histoire d'un couple. Lui, il est joueur de musique dans un groupe de bluegrass, si je dis pas de bêtises. Elle est tatoueuse, il me semble. Et ils vont avoir une petite fille qui va avoir un cancer. Ah. Et du coup, toute l'histoire, elle est complètement segmentée. C'est pas vraiment une chronologie simple.
Et ça va se passer autour du coup de toute la maladie de leur enfant, de eux, comment ils se rencontrent, comment ils se mettent ensemble, de leur amour, comment ils gèrent ça à travers le temps. C'est incroyable. Mais oh là là, Ok. qu'est-ce que c'est horrible. Bah déjà oui, juste c'est horrible. ces mots-là, tu te dis c'est un film qui est merveilleux. J'adore ce film, il est trop bien, mais vraiment, tu chiales quoi. Ouais. Pourquoi Le thème, déjà de base, je pense que oui. Tu te dis, un enfant malade. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu pour le coup. Mais je crois que je l'ai jamais vu, mais j'en avais pas mal entendu parler. Je voulais le revoir pour le podcast et j'ai pas trouvé la force. Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué ? Ouais, alors pareil, plein, mais quand tu m'as posé la question, j'ai pensé tout de suite au film que j'ai vu quand j'étais petit et dont je me rappelle encore comme c'était hier. Donc du coup, il y a beaucoup de Spielberg. Les Goonies, Hook, du coup je vais dire Jurassic Park parce qu'il y a des dinosaures dedans et que c'est trop bien. Mais vraiment, c'est tous les films que j'ai vus à cette époque-là, The Mask, Madame Doubtfire, des choses comme ça, vraiment, je les ai vus petit, j'avais même pas 10 ans et je m'en rappelle encore trop bien et quand je les revois à chaque fois, c'est trop cool. Donc pour le coup, ouais, je pense que c'est assez bien, comme assez marquant. Tous tes films d'enfance, quoi, en gros. Ouais. Ok. Un film doudou. Toy Story. Yes. Toy Story, c'est beaucoup trop bien. Regardez Toy Story. Tout le temps. Je suis complètement d'accord. Moi aussi, c'est un peu un de mes films doudou. Le film que tu détestes mais que tout le monde adore. Ah, attends, je sais plus ce que j'ai été marqué. Parce que, en vrai, je suis assez bon public, donc j'aime à peu près tout. Mais je sais pas si tout le monde l'adore, mais j'ai vécu un moment horrible au cinéma en allant voir Song to Song de Terrence Malick. Ok, je l'ai pas vu. J'étais avec Max, pour le coup. Ah non, je sais pas. Mais il aime pas, lui, Terrence Malick, non ? Bah non, je sais pas si c'est à cause de celui-là ou c'était avant. Mais c'est vrai qu'on a subi le film tout du long. On s'est rien dit parce que, voilà, on était avec un pote et du coup, on s'est dit, on va regarder le film. Et à la fin, on s'est dit vraiment... tous les deux, on avait envie de sortir. C'est la seule fois de ma vie, je crois, au ciné où j'ai envie de partir d'un film. Ouais. J'ai détesté. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça prétentieux. Vraiment, j'étais pas bien. Alors que ça parle de musique et tout, normalement, c'était ma cam, j'étais trop chaud. Il y a Iggy Pop et Patti Smith dans le film. Enfin, vraiment, il y avait des choses qui étaient là pour moi, quoi. Mais vraiment, ça m'a pas accroché du tout. Voilà, c'était très long. Et raconte quoi, ce film ? Je sais plus, je sais même plus. C'est un truc. Tu l'as effacé de ta mémoire. Un peu, mais en vrai, c'est un peu ça. Les films que j'aime pas, je pense que je les zappe. C'est pour ça que c'est dur d'en trouver un. Mais je crois que c'est un producteur qui est en galère, sa vie amoureuse, des trucs comme ça. C'est des destins un peu croisés, mais. D'accord, ok. Vraiment, j'ai pas kiffé. Et ça t'est arrivé souvent de sortir de la salle d'un cinéma ? Jamais. Non, jamais. En général, je trouve toujours un truc qui m'accroche un petit peu. Comme je te disais, je suis assez bon public. Donc normalement, ça va. Et celui-là, je suis pas sorti, mais vraiment, c'était dur. Ouais. Mais moi, ça m'arrive pas. Ça m'arrive pratiquement jamais de sortir de la salle d'un film, mais ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, genre cet été, je pense. C'est un film qui est sorti. C'était un truc un peu style fantasy belge. Je sais plus le nom, mais vraiment, on était on regardait le film et on comprenait pas pourquoi les gens restaient dans la salle. On était vraiment, mais c'est nul, c'est vraiment nul. Et on s'est vraiment dit, ok, on va partir. Et on est parti au bout d'une demi-heure de film parce qu'on se disait, bon, ça va démarrer, ça va être bien. Et en fait, non, les décors c'était trop moche, les costumes c'était trop moche. Ça donne vraiment l'impression d'un téléfilm, tu vois. Et t'es genre, mais attends, quoi ? C'est quoi ces critiques hyper positives ? Mais non, c'est trop nul en fait. En bref. Mais souvent, il y a un peu de ça, genre les films. T'as l'impression que t'es trop con pour comprendre en fait, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est trop bizarre. Mais c'est vrai qu'il en faut beaucoup, je trouve, pour faire sortir quelqu'un d'une salle de ciné. Surtout maintenant, quand tu vois le prix des places. J'avoue que j'ai l'abonnement, du coup, ça passe mieux. Mais l'expérience de la salle, c'est trop bien. Donc c'est vrai qu'en général, t'as pas envie de partir. Ouais, c'est ça. Faut vraiment que le film soit hyper mauvais. En tout cas, personnellement. Hyper mauvais, ou alors que tu vis vraiment pas un bon moment. Un film qui fait hyper peur. Ou alors l'ambiance dans la salle est mauvaise parce que les gens, tout ça, machin. Mais j'ai eu de mauvaises expériences comme ça, mais ça a pas suffi pour me faire sortir. Ouais. Bon, c'est bien, tant mieux. Tu restes jusqu'au bout. Je résisterai jusqu'au bout. Un film que tu détestes mais que tout le monde... Non, j'ai dit. Non, c'est rien. Un film que tu adores mais que tout le monde déteste. Batman et Robin de Joel Schumacher. C'est celui avec George Clooney. Tiens, ça m'étonne de ouf que t'adores un film de Batman. Car Florent est connu pour beaucoup aimer Batman. Oui, c'est depuis tout petit. mais celui-là, il me fait rire, en fait. Vraiment, c'est un nanar, je m'en rends compte. Hein. C'est celui où ils sont habillés comme des... Où ils ont des tétons sur leurs armures. Et, c'est Schwarzenegger qui joue le rôle de Mr. Freeze. Et
tout son texte, c'est des punchlines sur le froid. Ça me fait trop rire. Voilà, je trouve ça incroyable. J'ai vu ça quand j'étais petit, j'en garde un super souvenir et quand je le regarde, je me marre. Après, je regarde pas tous les mois non plus, donc c'est bien. Mais voilà. Un film que tu considères être un très bon film de cinéma. Alors, ça peut être très original, mais Forrest Gump. Ok. Forrest Gump, trop bien. Zemeckis, j'adore vraiment ce réal. Ouais. Je le trouve fou. Et Forrest Gump, il est trop bien. Enfin, vraiment. Pareil, il y a beaucoup de musique dedans qui sont très cool. Ouais. Et Tom Hanks, c'est le meilleur acteur du monde. J'ai pas peur de le dire. Et pas parce qu'il joue dans Toy Story. Mais ouais, vraiment, ce film est dingue. T'as des passages qui sont marrants, il est émouvant. C'est pareil, tu chiales tout le temps. J'aurais pu le mettre dans les films qui me fait pleurer aussi. Ouais. Et j'ai trouvé complètement fou. Depuis que je l'ai vu, vraiment, c'est très vite devenu un de mes films préférés. Mais l'histoire, elle est super. Enfin, en plus, tu apprends un petit peu l'histoire des États-Unis aussi grâce à ça, finalement. Après, t'as un point de vue qui peut être assez marqué parfois, mais ouais, complètement. Ça te retrace tous les États-Unis. Ouais. Bah écoute, on va arriver à la fin. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail ? Sur le site de Sowen. SOWHEN, point d'interrogation. Ou sur leur LinkedIn. Super. Est-ce qu'il y a des projets que tu as fait, sur lesquels tu as travaillé, dont tu peux parler éventuellement, qui vont bientôt sortir ou que... Non, il y a rien qui va arriver prochainement comme ça. De gros, le dernier énorme projet, c'est celui dont on a discuté pendant le podcast. Donc je pense qu'il doit déjà être sur le site ou sur LinkedIn. Il y a déjà des choses qui sont sorties. Ok, d'accord. Super. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle à nous partager ? Oui. Vas-y. Pas la semaine dernière, mais dans le dernier épisode qui était sorti, tu parlais de Daisy Jones and the Six. Et moi, j'aurais parlé de la série Vinyl. Yes. Je sais pas si tu connais. Ah, j'adore cette série. Elle est trop bien. Elle a été arrêtée au bout d'une saison. Ouais. J'étais au fond du trou. Ouais, moi aussi. Je la trouve incroyable. Produite par Martin Scorsese et Mick Jagger, avec le fils de Mick Jagger. Exact. Et elle est vraiment très très cool. Réalisé par Scorsese. Ouais. premier épisode qui dure 1h45, je crois. Hyper long. Qui est long, on fou. Mais qui est beaucoup trop bien. Et qui parle du coup du monde de la musique dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et c'est trop bien. Ouais, on suit en gros le directeur d'une maison de disques. Voilà, exactement. Et moi j'ai découvert, la bande-son elle est incroyable. La bande-son est folle. Et j'ai découvert plein de trucs. En regardant cette série, quoi, des trucs que j'écoute encore maintenant. Ah ouais, carrément. Il y a plein de groupes que j'ai découverts grâce à ça aussi. Ouais, c'est super. Et en parlant de groupe, écoutez Death Rocks, parce que ça tue. Et Foreign Affairs, qui est un groupe de 2 frangins irlandais qui ont 40 followers sur YouTube et sur Deezer et qui méritent plus que ça. Ok. Super, merci beaucoup. Moi, je vais faire ma petite recommandation aussi avant de nous quitter. Je voulais parler du podcast Amis de Marie Telling et Anaïs Bordage, qui est produit par Slate.fr. En fait, ces deux femmes sont des critiques de séries, elles sont amies depuis des années et elles ont un autre podcast où elles décortiquent l'actualité des séries qui s'appelle PIC TV, aussi produit par Slate.fr. Mais dans Amis, le concept, c'est qu'elles se font découvrir des trucs. Donc, dans la première saison, il y a une d'entre elles qui fait découvrir à l'autre la série Friends. Donc, en gros, elles refont toute la série au fil des épisodes. Et c'est trop bien parce que moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai re-regardé Friends en écoutant. Donc, toutes les semaines, c'était trop bien. Deuxième saison, c'est l'autre qui fait découvrir Twin Peaks à la première. Comme je n'ai pas vu Twin Peaks, j'ai pas écouté, mais il faudra que je le fasse un jour. Plus difficile de rentrer dans Twin Peaks que dans Friends. Exactement. Et en ce moment, la nouvelle saison, donc la troisième qu'elles sont en train de faire, elles se font chacune découvrir tour à tour des films romantiques et des films d'horreur. Donc c'est très très chouette, parce que comme elles sont critiques de métier, c'est intéressant d'entendre leurs retours, qui sont toujours hyper construits et intéressants. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'elles disent. Et en plus de ça, elles ont je crois qu'elles ont la trentaine, donc elles sont pas complètement décalées comme des critiques que tu peux entendre, genre pour ne pas les citer, Le Masque et la Plume, qui je trouve sont complètement à côté de la plaque en permanence, désolée, hein, mais voilà, j'aime pas du tout cette émission. Mais du coup, j'adore ce podcast que j'écoute religieusement toutes les semaines. Et en ce moment, par exemple, ça me permet d'écouter en détail des trucs sur des films d'horreur que je refuse de voir dans ma vie car ça me fait peur. Ça me permet de savoir si je rate quelque chose ou pas. Et donc, le dernier épisode en date, c'était sur The Conjuring. Et je suis positive dans mon choix. Je ne regarderai jamais ce film de ma vie. Voilà. Les Conjuring sont vraiment très bien. Oui, mais non. Ça me fait trop peur. Déjà, rien que de les entendre parler, d'entendre des extraits, ça me fait flipper. Ouais.
Donc je me dis, c'est pas possible, je peux pas. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était trop cool. Bah oui, bah, franchement, c'était sympa. J'espère que tout ce dont on a parlé aura intéressé les gens qui ont écouté et connaître un petit peu plus ton métier et le milieu dans lequel tu travailles. J'espère aussi. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et que ça plaira aux gens. Mais non, je suis sûre que ça va très bien. À bientôt. À bientôt, Alix. C'est ainsi que se termine cet épisode de La Feuille de Service. J'espère qu'il vous a plu et intéressé. Pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous partager un petit fun fact depuis le confort de ma couette, dessous laquelle je ne suis toujours pas sortie par ailleurs. Grâce à mon hébergeur, j'ai accès aux statistiques du podcast et tout, et je peux voir d'où les auditeurs et auditrices écoutent La Feuille de Service. Alors déjà, je suis ultra contente et étonnée de constater que le podcast est écouté depuis 11 pays différents, notamment l'Inde, la République de Maurice, le Mexique et les États-Unis, qui, soit dit en passant, est le 3e pays où il y a le plus d'écoute après la France et le Canada. Et le truc, c'est que je ne connais personne a priori dans ces pays, ou sinon n'hésitez pas à me faire signe, donc je suis très agréablement surprise. C'est le International Love, comme disait le chanteur /rappeur /producteur Pitbull dans les années 2010. Je suis également capable, et là c'est un peu flippant, de voir depuis quelle ville vous écoutez le podcast. Donc ça fait que je suis allée voir où étaient les villes des États-Unis où on écoute La Feuille de Service, et j'ai découvert, le fun fact arrive là, qu'il existe en Oregon la forêt nationale de Malheur. Comme le contraire de bonheur, ça s'écrit pareil et tout. Voilà, je trouve que c'est un fait fun. Et ça me rappelle la série animée Gravity Falls que j'adore et qui se passe en Oregon et qui pourrait totalement se passer dans une forêt avec un nom pareil. J'en profite donc pour faire un coucou aux auditeurs d'Oregon et plus largement à ceux de tous les pays que je viens de citer. Ça me fait très très plaisir que ce projet puisse plaire à l'autre bout du monde. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation sur votre application d'écoute, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les nouveaux épisodes dès leur sortie, et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur Instagram @fds.podcast, sur Spotify dans la section questions-réponses, ou encore dans les commentaires sur Apple Podcast. Je vous retrouve dans 2 semaines avec une nouvelle invitée, et avec elle on retournera sur les tournages en parlant d'assistanat mise en scène. Je sais que c'est un métier assez attendu, et j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode, surtout que c'est un poste que je connais bien aussi, donc j'ai hâte. À dans 2 semaines.